Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là pour assister à cette conférence. Alors on va passer là une quarantaine de minutes ensemble pour parler d'accessibilité, mais sous un prisme un petit peu particulier, parce que je ne suis pas là pour vous présenter ce qu'est l'accessibilité web ou quels sont les enjeux de l'accessibilité web. Il y a d'autres personnes qui le font très bien, certainement mieux que moi. Mais par contre, nous, on va parler d'automatisation de tests d'accessibilité. Avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Anthony Legouas, je suis le directeur de l'agence brestoise de Zenica, mais je suis avant tout un profil technique, un développeur passionné par le web, par le monde, l'écosystème du développement front-end et puis les sujets qui s'y raccrochent un petit peu, notamment des sujets autour de l'UX design et puis de l'accessibilité web aussi. Alors, ce talk qui part d'un constat qui est le suivant, qui est qu'on parle de plus en plus d'accessibilité. C'est plutôt une très bonne chose. Je dirais que ça fait 2-3 ans qu'on a une sorte de prise de conscience collective autour des enjeux de l'accessibilité web, qui est, je pense, dû au fait que les réglementations en termes d'accessibilité web évoluent aussi. On a depuis quelques années des réglementations qui imposent aux organismes publics, mais aussi au secteur privé, aux entreprises au-delà d'un certain chiffre d'affaires, de se mettre en conformité par rapport à certaines règles d'accessibilité sur les sites web qu'ils vont publier sur Internet. Et puis on voit dans des conférences telles que le DevFest Toulouse, finalement de plus en plus de talks, de présentations liées à l'accessibilité. Chose que je n'ai pas dit aussi, c'est sur cette fameuse réglementation, et bien finalement on va imposer une mise en conformité des entreprises par rapport à l'accessibilité, et derrière, s'il y a un non-respect des normes en vigueur, on va aller toucher un petit peu leur portefeuille et puis réclamer un petit peu d'argent. C'est aussi peut-être ce qui a accéléré le fait qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'accessibilité, ou en tout cas les entreprises prennent conscience qu'il y a un enjeu et qu'il faut avancer sur le sujet. Donc on parle de plus en plus d'accessibilité, par contre on parle jamais, ou presque, de tests d'accessibilité. Moi quand je me suis intéressé au sujet, j'ai lu beaucoup de documentation qui expliquait ce que c'était l'accessibilité, mais jamais vraiment en tant que développeur comment j'allais pouvoir améliorer le contenu que j'allais produire, le contenu HTML notamment, pour rendre ce que je faisais accessible. Comment j'allais pouvoir auditer ça, comment j'allais pouvoir le tester. Et puis je me suis dit, on est quand même dans un monde maintenant où aujourd'hui, dans les projets dans lesquels on travaille, et je l'espère vous aussi, on a des chaînes d'intégration continue, dans lesquelles on fait jouer pas mal de choses, on a pas mal de tests qui vont s'exécuter, tests unitaires d'intégration, end-to-end, etc. Et je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire d'un point de vue accessibilité, qu'on pouvait certainement automatiser des tests et qu'on allait pouvoir les intégrer dans nos pipelines d'intégration continue. Donc je me suis intéressé au sujet, et c'est de ça précisément qu'on va parler. Je me suis dit qu'on allait pouvoir automatiser des choses dans nos chaînes d'intégration continue et que j'y voyais, moi, une pratique extrêmement vertueuse, donc comme toutes les pratiques de test, finalement, une pratique vertueuse pour deux choses. Numéro 1, valider sa conformité vis-à-vis des réglementations d'accessibilité. C'est bien l'enjeu principal, vérifier que ce qu'on fait, les développements qu'on fait dans les applications, finalement, eh bien, elles vont respecter les règles d'accessibilité. Et puis, deuxième chose aussi extrêmement importante, c'est que ça permet de se former en continu. De mon expérience personnelle, je n'ai jamais autant appris sur l'accessibilité qu'en lisant des rapports d'audit sur les applications que je pouvais écrire à des experts d'accessibilité ou des outils qui me disaient ce que j'avais fait de mal ou de bien. Donc voilà les enjeux derrière l'automatisation de tests d'accessibilité que je vois effectivement comme une pratique très vertueuse. Donc première question à se poser quand on rentre dans le sujet, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut automatiser? Est-ce qu'on va pouvoir automatiser l'ensemble des tests d'accessibilité qu'on peut jouer sur une application? Globalement, spoiler alert, non, on ne peut pas tout automatiser. Et en y regardant un petit peu de plus près, je me suis rendu compte de cette chose-là, c'était que finalement c'était le caractère contextuel d'un test d'accessibilité qui va définir sa complexité à être automatisé. Pour expliquer un petit peu plus ça, en gros, plus un test va avoir besoin d'une compréhension du contexte dans lequel il est utilisé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, quel est le type d'application dans laquelle on joue ce test-là, et plus on va avoir une difficulté à automatiser ce test-là. Par contre, lorsqu'on va jouer des tests qui n'ont pas nécessairement besoin de cette compréhension du contexte, c'est-à-dire qu'on prend un élément HTML, on joue un test dessus, et peu importe ce qu'il y a avant, après, et même ce que peut définir l'élément HTML précisé là, et bien finalement, on va pouvoir l'automatiser, on va avoir quelque chose qui est vraiment indépendant du contexte et donc facile à automatiser. Pour illustrer ça, un petit exemple très simple avec les attributs alt, les alternatives textuelles sur les images. Les règles de l'accessibilité nous disent que
on doit positionner une alternative textuelle sur toutes les images qu'on affiche dans une page web. Donc là, on a un test qui est finalement extrêmement indépendant du contexte. Je prends une balise image, peu importe que l'application dans laquelle cette image va être utilisée, peu importe la page, peu importe ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, je peux jouer ce test de façon totalement indépendante. J'ai juste à vérifier que l'attribut alt il est bien renseigné sur mon image. Et donc ça, indépendant du contexte, on va avoir une facilité à automatiser ce type de test-là. Par contre, si on va un tout petit peu plus loin sur les alternatives textuelles, il y a une autre règle qui nous dit que finalement, une image qui est purement utilisée pour de la décoration, pour faire joli, sur des sites web, il y a des choses qui portent de l'information, qui ne sont pas de la décoration, et puis il y a des images qui sont là uniquement pour faire joli, pour le rendu. Eh bien, ce type d'images-là doivent avoir une alternative textuelle qui est vide. Elle doit être renseignée, mais la propriété doit être une chaîne de caractères qui est vide. Et donc ça, c'est difficile à automatiser parce qu'on a besoin d'une compréhension du contexte. On a besoin de comprendre ce qu'affiche l'image. Et donc là, forcément, vous imaginez bien que des outils qu'on va lancer dans des chaînes d'intégration continue, ça va être compliqué pour ces outils-là de comprendre le contexte, de comprendre ce qu'affiche l'image. Donc là, difficulté, voire impossibilité d'automatiser des choses. On peut imaginer, avec ce qu'on fait aujourd'hui en termes de reconnaissance d'image, avec l'IA, etc., que demain, on arrive à automatiser ce genre de choses-là, parce qu'on aura des outils qui seront capables de détecter ce que représente une image, et donc de valider que l'alternative textuelle qui est proposée pour l'image en question est correcte. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'on arrive quand même dans un niveau de complexité en termes d'automatisation là, qui vient mélanger pas mal de choses et qui est assez compliqué. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller regarder cette pyramide de l'automatisation de tests de l'accessibilité. Je l'ai appelé comme ça parce que la pyramide, c'est souvent quelque chose qu'on voit quand on parle de tests. Vous connaissez certainement la fameuse pyramide de tests. Et donc l'idée, c'est de placer dans cette pyramide un certain nombre de tests en fonction de leur capacité à être automatisés ou non. Donc on va avoir en haut de cette pyramide tout ce qui va avoir un caractère contextuel qui va être relativement faible et donc une capacité d'automatisation qui va être forte. Et en bas, au contraire, on va avoir des choses qui ont besoin de comprendre le contexte pour que le test soit correctement effectué et donc une capacité d'automatisation qui va être beaucoup plus faible. Je vous ai mis quelques exemples ici, on va revenir sur chacun d'entre eux. C'est forcément non exhaustif parce qu'il y a énormément de règles d'accessibilité qu'on peut jouer sur une application. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette pyramide? Le premier point, c'est le halt. Ici, ce que j'ai mis tout en haut de la pyramide, c'est le halt, le test numéro 1 qu'on a vu juste avant, avec la présence ou non d'une alternative textuelle sur une image. Donc là, totalement indépendant du contexte, on l'a vu, on peut jouer ce test de manière automatisée, de manière assez simple. Derrière, qu'est-ce qu'on peut aller voir de manière avec une compréhension du contexte faible, on va dire, c'est la partie contraste de couleurs. Finalement, si je vous affiche des choses comme ça, du blanc sur des textes jaunes, peu importe ce que ça présente, en fait, je n'ai pas besoin d'une compréhension du contexte pour savoir que ça, c'est pas très lisible et on va avoir du mal à lire. Donc là, pour ce type de test-là, je n'ai pas besoin d'une compréhension du contexte, donc j'ai une capacité d'automatisation qui va être assez forte. Okay. On avance, validation HTML ARIA, là il y a pas mal de choses qu'on peut faire globalement sur tous les éléments HTML qu'on va pouvoir écrire dans une page web. Il y a pas mal d'attributs qui pour certains sont obligatoires, on va pouvoir aller vérifier que ces attributs sont bien renseignés. De la même façon, on peut aller vérifier qu'on a des attributs ARIA qui sont bien positionnés sur des éléments HTML. Des choses assez simples à automatiser aussi, c'est la présence des labels dans les formulaires. Il faut labelliser les inputs qu'on a, etc. Ça, on peut aller le voir de manière assez simple et donc une capacité d'automatisation qui va être assez forte ici. Après, on rentre dans des choses qui deviennent de plus en plus complexes à automatiser parce qu'on a besoin d'un peu plus de contexte. Si je vous dis l'ordonnancement des titres, les H1, H2, H3, vous savez, on doit avoir un H3 doit être précédé d'un H2, qui doit être précédé d'un H1, etc. Eh bien ça, finalement, on peut se dire que c'est assez simple à vérifier. Par contre, il nous faut une compréhension du contexte qui va être le contexte de la page. Si je prends uniquement un composant dans lequel j'ai une hiérarchie de titres qui est valide, H1, H2, H3, c'est très bien. Par contre, si ce composant il est inséré dans une page dans laquelle le composant englobant il a un H3 par exemple,
quand on a le contexte global de la page, là on a une hiérarchie de titres qui est cassée. Donc là on a besoin d'un petit peu plus de contexte et donc on commence à rentrer dans des choses un tout petit peu plus complexes à automatiser, mais on va le voir après, ça se fait quand même correctement. Après, des choses où là on commence à vraiment avoir des difficultés à automatiser, c'est la partie navigation clavier. Donc là, simuler une navigation au clavier pour des gens qui n'utiliseraient pas de souris en naviguant sur le web, bah là, ça commence à être compliqué à automatiser. De la même façon, le fonctionnement avec les lecteurs d'écran, c'est compliqué. La qualité des alt qu'on a vu tout à l'heure, pas le positionnement des alternatives textuelles, mais vraiment la qualité. Est-ce que je dis que sur mon image, j'ai un chat alors qu'en fait, ça représente un chat? Bah ça, c'est compliqué à automatiser. La qualité des retranscriptions audio, vidéo. Si j'ai une vidéo, je peux m'assurer qu'il y a bien une retranscription écrite, mais par contre, je ne peux pas m'assurer de la qualité de la retranscription écrite. En tout cas, c'est compliqué à faire. Et puis, je vous ai mis une dernière règle ici, qu'on voit assez souvent, c'est le fait de faire porter les informations uniquement par des codes couleurs. Vous savez, dans nos applications, souvent, quand on valide des choses, enfin, quand on écrit quelque chose qui est correct, on va l'afficher en vert. Quand c'est pas correct, on va l'afficher en rouge. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter parce que pour les gens qui ne vont pas distinguer les couleurs, il y a une information qui ne va pas passer. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement complexes à automatiser en termes de tests d'accessibilité. Donc voilà, encore une fois, liste non exhaustive, mais j'espère que vous voyez un petit peu le schéma. Là, j'essaie de vous présenter avec cette compréhension du contexte et la capacité d'automatisation des tests derrière. Globalement, on estime qu'il y a 20 à 50% des tests d'accessibilité qui seraient automatisables. Alors la fourchette est assez large, vous me direz, c'est les chiffres les plus précis que j'ai pu trouver. J'ai envie de dire, peu importe la fourchette, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que globalement, on a une bonne moitié, voire plus de la moitié des tests d'accessibilité qui ne vont pas pouvoir être automatisés. Donc forcément, on va avoir besoin d'humains, de tests manuels pour aller vérifier pas mal de choses concernant l'accessibilité sur nos applications. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, qu'on a compris ce qu'on pouvait automatiser ou pas, qu'on a réussi à classifier un petit peu les types de tests, comment on fait? Alors moi j'ai distingué 4 niveaux de tests automatisés d'accessibilité qu'on va présenter ici, avec chacun des outils différents qui vont être utilisés et qui ne vont pas cibler la même chose et qui ne vont pas avoir une compréhension du contexte qui va être la même, et donc qui vont cibler les mêmes types de tests. J'ai mis ça en parallèle on va dire du langage, du testing qu'on peut avoir dans le développement logiciel. Donc on va retrouver des termes un peu similaires. Mais bon, il ne faut pas trop s'attacher au nom que j'ai donné au type de test. C'est plutôt ce qu'il y a derrière, les outils utilisés notamment, et le contexte qui va être compris par les outils de test, qui va être intéressant de regarder. Premier type de test, c'est ce que j'ai appelé les tests statiques. Pour moi, c'est quoi un test statique? C'est un test qui va pouvoir s'exécuter directement au moment où le développeur va écrire du code, donc dans son IDE. Donc, c'est des tests qui vont être joués par des plugins d'IDE. Un petit exemple, si je vous ouvre mon VS Code ici, est-ce que vous le voyez bien? Ouais, ça va. On a des plugins d'IDE, par exemple ici, voilà, comme si c'était préparé, j'ai mon A11Y qui était déjà rempli ici. Je cherche des plugins A11Y donc pour Accessibility dans VS Code et j'ai toute une liste de plugins ici qui me sont proposés, que je vais pouvoir installer. Ça prend 15 secondes, c'est extrêmement rapide. Et derrière, à chaque fois que je vais écrire du HTML, finalement, je vais avoir un retour immédiat sur la validité du HTML que j'écris. Alors on va avoir une compréhension du contexte qui va être seulement le fichier HTML ouvert, mais c'est déjà pas mal, parce que là on voit que l'effort fourni pour tester finalement ce qu'on écrit, il est très faible. J'ai juste pris 15 secondes pour installer un plugin. On va faire une toute petite démo en live. Si je fais un index HTML comme ça, je fais du HTML, on va mettre un body, un titre, coucou Defest, et puis on va mettre une image parce qu'on aime bien les images, hop. Et puis comme on aime bien les chats, on va faire un chat.png. Ok, donc là j'ai un plugin d'IDE qui est installé, moi j'utilise celui-ci, Accessibility Linter, qui est édité par DQ Systems, qui édite les solutions Axe, qui sont des linters et auditeurs d'accessibilité, qui est globalement, je crois, le plus utilisé dans tout ce qui est proposé ici sur VS Code. Je ne les ai pas tous testés, mais bon, globalement, ils ont à peu près tous ils sont capables de tester un petit peu à peu près la même chose.
Donc là, on voit déjà qu'on a des choses qui sont surlignées en rouge. Donc j'ai déjà eu un retour extrêmement rapide, un feedback sur est-ce que mon HTML ici, il est déjà correct. Si je prends mon image ici, forcément, on l'a vu tout à l'heure, le positionnement des alt sur les images, j'ai déjà un manque ici. On nous dit qu'il manque une alternative textuelle, donc je peux faire ça, je mets une alternative textuelle, et là, j'ai plus rien qui est surligné en rouge, j'ai plus de problème d'accessibilité apparent. De la même façon, sur le HTML ici, qu'est-ce qu'on me dit? Il manque l'attribut langue qui est nécessaire. Hop, moi, ma page web, elle est en français, donc je fais ça. Là, j'ai déjà corrigé très rapidement 2 erreurs d'accessibilité. Par contre, effectivement, c'est uniquement au niveau du fichier que j'ai ouvert. Je n'ai pas la compréhension totale de mon application si jamais j'ai plein de fichiers dans tous les sens. Et puis, je ne peux pas aller valider ce dont on parlait tout à l'heure. Donc là, j'ai une image de chat. Si je mets un joli chien, bah là, effectivement, il ne va pas me dire que mon alternative textuelle, elle est pas bonne, quoi. Mais voilà, test intéressant parce qu'en 15 secondes, j'ai installé un plugin et j'ai déjà finalement un petit ange gardien de l'accessibilité sur mon épaule pendant que je code. Et ça, c'est intéressant. Hop, on revient sur deuxième type de test que j'ai appelé ici les tests de composants. Donc, test de composants, c'est ce qu'on va faire donc, avec une compréhension du contexte au niveau composant. Aujourd'hui, quand on fait du développement web moderne, qu'on utilise des frameworks, du React, du Vue.js, du Angular, etc., on a cette tendance à découper les applications en composants. Et donc l'idée, c'est d'aller prendre un composant et de valider si on a des erreurs d'accessibilité au sein de ce composant. On va ici utiliser des outils JavaScript, enfin des librairies JavaScript pour aller lancer des tests. Je vous mets un exemple ici très simple avec cette librairie JustAx qui permet d'aller, en prenant en entrée du HTML, valider qu'on n'a pas d'erreur d'accessibilité derrière. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Je vous passe la configuration ici, mais on a une fonction render dans le test qui, en gros, sort une balise image ici dans laquelle il manque notre alternative textuelle dont on parlait tout à l'heure. On fait notre render, donc on va juste récupérer cette image derrière, enfin, en tout cas le HTML. Et puis on va lancer ça avec cette fonction qui vient de JustAx qui s'appelle ToHaveNoViolations et qui va valider qu'on a des erreurs d'accessibilité ou pas. Donc là, en lançant ce test-là, on va nous dire il manque le alt sur la balise image. Donc là, on utilise des librairies JavaScript. De la même façon, un petit exemple, si on fait ça dans du React, ça va marcher de la même façon. Ici, j'utilise la testing library, la version React, pour faire le render. Donc j'ai plus un render qui est ici, qui est juste une fonction qui valide un HTML, qui ressort l'HTML comme on l'a fait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je suis capable de render myComponent, donc qui est un composant React. Et de la même façon, expect, tac, tac, to have no violations. Et là, il va me ressortir la même chose. Il va me ressortir les erreurs d'accessibilité qu'il est capable de comprendre avec le contexte qu'il a. Donc, avec le contexte du composant en question. Troisième niveau de test, ici, on va parler de test d'intégration. Alors, je ne sais pas si c'est extrêmement bien nommé. Moi, j'ai appelé ça comme ça parce qu'en gros, c'est l'intégration de plusieurs composants. On a pu scoper uniquement un composant. On prend un composant qui est englobé dans un autre composant, potentiellement dans un autre, etc., jusqu'à aller au niveau de contexte que je vais appeler page. Donc, on a plein de composants qui, au final, nous constituent une page web. Donc ces tests-là, on va revenir un petit peu plus en détail derrière dessus. Ce sont des tests qu'on va pouvoir jouer avec des outils en ligne de commande. En fait, c'est des outils en ligne de commande qui on passe un paramètre qui va être une URL pour accéder à une page. Et on va lancer notre outil pile poil sur la page en question et on va avoir cette compréhension du contexte entier de la page. Je ne m'éternise pas dessus pour l'instant parce qu'on va y revenir un peu plus en détail derrière. Et quatrième niveau de test, ça va être les tests automatisés d'accessibilité niveau end-to-end. Donc là, on va utiliser les outils end-to-end de test end-to-end que vous pouvez utiliser aujourd'hui dans vos applications, du Cypress, du Playwright, des outils comme ça. Et donc l'idée, c'est d'aller enrichir ces tests end-to-end avec ces outils-là pour aller un petit peu plus loin dans les tests d'accessibilité. On va pouvoir, par exemple, ici, aller simuler des navigations au clavier. Et on va avoir une compréhension du contexte qui va être encore un petit peu plus forte. Sur l'étape précédente, ici, on a un contexte qui est le contexte de la page. Ici, on est capable de naviguer dans les différentes pages et donc d'avoir une compréhension du contexte qui est encore un petit peu plus élargie. Et donc, on va pouvoir aller adresser certains tests d'accessibilité qui sont un petit peu plus poussés.
À présent, on va parler de stratégie de test. Donc là, on a réussi à découper un petit peu nos tests et ce que je vous propose maintenant, c'est bien finalement de vous présenter une stratégie de test qui va vous permettre demain d'ajouter à moindre coût des tests dans vos applications existantes. Moi, je suis arrivé souvent dans des projets en mission dans lesquels, dans les chaînes d'intégration continue, il n'y avait rien sur la partie testing d'accessibilité, il n'y avait pas de test d'accessibilité. Et en gros, je me suis dit que c'était le cas assez souvent et que ce serait intéressant de vous proposer une stratégie qui vous permette demain d'ajouter des tests vraiment à moindre coût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre cette stratégie dans cette forme-là qui ressemble à un trophée. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si quelqu'un connaît le Testing Trophy de Ken Sidodds, les amateurs de l'écosystème React. Et donc l'idée, c'est de représenter dans cette forme-là sur quel type de test, les types de tests que je vous ai présentés avant, sur quel type de test on va investir vraiment pour ajouter à moindre coût des tests dans nos applications. Donc voici mon trophée de l'automatisation de tests d'accessibilité. À la base de ce trophée, on va retrouver les tests que j'ai appelés statiques tout à l'heure. Vous voyez que c'est à la base de mon trophée ici, à la base de ma stratégie, et que ça prend quand même pas mal de place. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, ici, on a un type de test qui va être extrêmement peu coûteux en termes d'investissement. Il suffit que tous les développeurs de l'équipe installent un plugin d'IDE, et on a déjà pas mal de tests d'accessibilité qui vont pouvoir être joués au moment où le développeur écrit son code. Et donc là, on a une boucle de feedback qui est extrêmement rapide, ce qui en fait des tests extrêmement intéressants. Donc première étape, si demain on veut ajouter des tests d'accessibilité sur une application, s'assurer que l'équipe a bien installé des outils qui leur permettent d'avoir ce petit ange de l'accessibilité sur l'épaule quand ils codent. Deuxième type de test dont on a parlé, c'est la partie component. Ici, moi, alors j'aurais même pu le mettre encore un petit peu plus petit, pour moi c'est vraiment le type de test sur lequel il ne faut pas investir. Il ne faut pas investir dans la stratégie là qui est d'ajouter à moindre coût des tests d'accessibilité. Pourquoi? Parce que c'est des outils, enfin ce sont des librairies JavaScript qu'on va utiliser. Donc ça veut dire qu'on va devoir écrire du code, ça a un coût, et c'est du code qu'on va devoir maintenir dans le temps. Et par rapport à d'autres types de tests un peu plus hauts qu'on va voir après, on n'a pas une compréhension du contexte qui est suffisamment importante. Ça veut dire qu'on va devoir écrire du code, ça va nous prendre du temps, ça va devoir nous prendre du temps de le maintenir dans le temps, et au final, pour un apport qui n'est pas si important que ça, parce que la compréhension du contexte n'est pas suffisante, puisqu'elle est au niveau du composant, et on a des tests qu'on va voir après, les tests d'intégration, qui sont moins coûteux, et qui, eux, ont une compréhension du contexte qui est plus large. Donc tout ce qu'on pourrait couvrir ici, on va le couvrir avec les autres types de tests à moindre coût. Donc on ne va pas investir sur ce type de test-là. Par contre, je le répète, c'est bien dans cette stratégie de se dire on ajoute des tests à moindre coût sur nos applications. Si demain, vous intervenez sur, je ne sais pas, un design system, votre but, c'est de maintenir un design system, donc de développer des composants dans lesquels finalement vous ne maîtrisez pas l'application dans laquelle ils vont être intégrés. Et bien finalement, ce type de test-là devient extrêmement intéressant. Parce que dans ce cas-là, c'est tout simplement les tests avec le plus haut niveau de contexte que vous allez pouvoir mettre en place. Comme vous ne maîtrisez pas les applications métiers dans lesquelles les composants sont utilisés, là, c'est ce que vous pouvez faire au maximum. Et donc, si vous travaillez sur un design system, c'est là qu'il faut investir. Il faut aller à fond sur ces tests niveau composant. Autre chose qui peut se faire, on m'a déjà posé la question, est-ce qu'on ne peut pas finalement faire des tests niveau composant, comme j'ai appelé ici, mais au niveau de la page. On prend le composant parent, le plus haut dans la hiérarchie d'une page, et on lance ces tests. Oui, c'est possible, et à ce moment-là, vous aurez une compréhension du contexte qui sera de l'ordre de la page, et c'est intéressant. Par contre, c'est la même chose que faire des tests d'intégration. Par contre, vous avez écrit du code, et là, vous n'avez pas écrit de code. OK ? Donc moins intéressant. Et donc on en vient sur cette partie test d'intégration qui pour moi est vraiment la partie sur laquelle il faut investir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des outils en ligne de commande qu'il faut lancer. Je lance une ligne de commande, je précise l'URL sur laquelle il faut aller lancer les tests, et j'ai rien de plus à faire. Donc j'ai un petit peu de configuration à faire dans ma chaîne d'intégration continue. Et derrière, je n'ai pas beaucoup de coûts de maintenance, et j'ai une compréhension du contexte qui est assez large et qui va me permettre de soulever pas mal d'erreurs d'accessibilité dans mon application. Et on va revenir un peu en détail derrière. Je vais vous faire des démos justement sur ce type de test-là qui pour moi est le plus intéressant.
Ensuite, dernier niveau de test, on en a parlé un petit peu, les tests end-to-end. Donc là, on peut investir dessus un petit peu, ça dépend jusqu'à où vous voulez aller, mais ça va nous permettre d'aller tester des choses, notamment, comme je vous l'ai dit, au niveau de la navigation. Quand on fait, par exemple, des tests end-to-end, si vous avez du Cypress, du Playwright sur vos applications, vous avez sûrement de la simulation de parcours utilisateur. Un utilisateur qui va sur une page, qui remplit un formulaire, qui clique sur un bouton, vous validez que ça passe bien à la page suivante, etc. Ça, c'est très bien. Et comment on fait quand on écrit ces tests-là? Finalement, on va sélectionner les éléments, vous savez, soit avec des classes, avec des identifiants, avec des data attributes, et derrière, on va simuler le fait qu'on rentre du texte ou qu'on clique sur un bouton. Donc j'ai un bouton, en gros, je veux sélectionner le bouton par son identifiant, et derrière, j'appelle la fonction click qui va simuler le clic. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ça ne permet pas de valider que, par exemple, quand vous naviguez dans votre formulaire, le fait de naviguer avec la tabulation, ça fonctionne correctement. Et ça, c'est des choses qu'il faut valider quand on cherche à être efficace d'un point de vue accessibilité. Donc là, en modifiant un petit peu vos tests end-to-end que vous avez aujourd'hui, et au lieu de sélectionner les éléments avec des identifiants, avec des classes, si vous faites uniquement des tabs, vous allez pouvoir reproduire le même type de test et valider en même temps que la navigation clavier va fonctionner pour le même parcours utilisateur. Donc là, on peut en complément ajouter ce type de test-là, ça peut être intéressant. Voilà, au final, ce testing trophy de l'automatisation de tests d'accessibilité, comme je vous l'ai dit, vraiment orienté ajout de tests d'accessibilité dans une application dans laquelle on n'en a pas, et ça à moindre coût. Maintenant, on va faire un focus sur les tests d'intégration, puisque je vous ai dit, c'est ce qui, est le plus intéressant pour moi. On va faire quelques petites démos. On retourne dans VS Code. J'ai créé un repo GitHub que je vous enverrai le lien à la fin sur mon GitHub, dans lequel j'ai des exemples de chaînes d'intégration continue, dans laquelle j'ai ajouté des tests d'accessibilité avec différents outils. On va en tester 3 là par exemple. Hop, je vais fermer ça. J'en ai sélectionné 3. J'ai par exemple Axcore, Lighthouse que vous connaissez peut-être puisque c'est intégré par défaut dans Google Chrome maintenant dans les DevTools, et PA11Y qui est un autre outil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des tests d'accessibilité avec ces outils-là sur le site du DevFest Toulouse par exemple. Hop, pour l'instant, je modifie juste ça, et puis après, le temps que ça run, je vous montre comment c'est configuré. DevFest Toulouse, je crois que c'est ça l'adresse, .fr. Hop, je vais push. Hop, je vais enlever ça. Hop, tant pis pour le commentaire, vous m'en voudrez pas. Et ça push, et puis on va juste valider que c'est bien parti. Le petit stress de la démo live. Allez, on crée la pull request. DevFest Toulouse. Toc. Ok, c'est parti. Là, j'ai ma pipeline qui va se lancer. En attendant, je vous montre comment c'est fait. Globalement, donc là, je suis sur des GitHub Workflow. Donc j'utilise des GitHub Actions pour lancer des commandes et lancer mes fameux outils qui vont permettre d'auditer une page web sur la partie accessibilité. Bon, j'ai une petite partie configuration ici qui me dit juste que quand je vais faire des modifications sur du code dans la pull request, je vais relancer mon process. Ici, c'est juste pour définir le site qu'on va auditer. Et derrière, j'ai une série de steps ici. Quelques petites configurations pour ici installer un Google Chrome, le driver Chrome, etc. On installe notre ici Axcore CLI qui va nous permettre derrière de lancer des tests d'accessibilité. En général, c'est toujours ça, hein. Je vais vous montrer dans tous les outils que j'ai utilisés ici, une commande pour installer l'outil et une commande pour lancer l'outil. Rien de plus compliqué. Et derrière ici, je lance cette commande où je lance juste Axe, le site qu'on va auditer, quelques paramètres ici dont on pourra parler après. Et derrière, je vais avoir un rapport. Et là, j'ai été un tout petit peu plus loin, j'ai configuré le fait que le rapport qui va m'être généré par Axe, je vais ajouter en commentaire de ma pull request pour que le développeur il ait un feedback finalement de l'audit qui a été réalisé dans sa pull request. Hop, donc voilà.
là, ça a été fait, ma pipeline, elle est passée, j'ai une petite croix rouge parce que j'ai des erreurs d'accessibilité, je l'ai configuré comme ça, c'est pas passant à partir du moment où j'ai des erreurs d'accessibilité qui remontent. Et ici, j'ai le rapport de Axe qui est affiché. Je vais zoomer un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit? On a une violation de la règle color contrast sur 17 occurrences. Donc là, j'ai été regarder un petit peu, d'ailleurs on n'a que ça comme erreur. Globalement, sur le site du DevFest Toulouse, je ne sais plus où j'ai vu ça. Ouais, par exemple, ici, le Twitter, le blanc sur un fond bleu clair, bah ça, au niveau de contraste, on n'est pas suffisamment un niveau de contraste qui est suffisant pour respecter les règles d'accessibilité qui sont définies. Globalement, c'est ça, c'est que des erreurs d'accessibilité comme ça. Ici, pareil, on écrit en blanc sur un bleu qui est assez clair, donc le contraste n'est pas suffisant. Donc, j'étais ici, ça c'est intéressant. On a lancé un test, enfin en tout cas j'ai push du code et puis j'ai dans ma pipeline l'outil qui s'est lancé et j'ai un retour directement ici. L'outil qu'on lance, on peut le configurer aussi, par exemple ici, il y a une propriété task qui permet de définir jusqu'à où on veut aller dans notre degré d'exigence en termes d'accessibilité. On a des règles qui régissent les lois de l'accessibilité qu'on appelle les lois WCAG et derrière en fait on a plusieurs niveaux d'accessibilité qu'on peut cibler. Simple A, double A, triple A. Ici on est au niveau double A. Si on veut être un tout petit peu plus exigeant dans par exemple les contrastes de couleurs qu'on veut cibler, on veut encore plus de contrastes, et par exemple ici on va pouvoir faire du triple A. On va tester, on va relancer notre pipeline avec Axe, hop. On push et puis on va voir ce qui se passe. Normalement, ici, notre pipeline va se relancer si tout va bien. C'est reparti, on en profite pour aller regarder comment ça se passe ici. Donc je suis dans ma pipeline Axe CLI et puis on voit que les jobs se lancent. On installe le Chrome. Tout se passe bien. Normalement, oui, ça va aller. On installe la CLI de Axe et puis après on va pouvoir directement lancer notre commande Axe. Ok, donc là on voit déjà qu'on a eu des erreurs, donc si je retourne dans ma pull request, normalement j'ai une mise à jour du commentaire qui a dû se faire. Voilà, donc le commentaire c'est toujours le même, j'ai configuré ma CI pour faire en sorte qu'il y ait un commentaire par outil qui s'affiche dans la pull request. Et donc là vous voyez que j'ai plus les mêmes erreurs qui s'affichent. Cette fois-ci, j'ai plus les 17 occurrences de color contrast comme avant qui sont affichées, mais j'ai une autre règle qui est un peu plus avancée qui s'appelle color contrast enhance, qui cette fois-ci a 4 occurrences. Donc j'ai 4 occurrences ici dans le site web d'un contraste qui n'est pas suffisant, mais pour des règles avancées de contraste. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire aussi avec d'autres outils. Donc là, je vous ai présenté Axe. On peut regarder aussi Lighthouse. Lighthouse, donc vous connaissez peut-être. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Lighthouse? Main levée. Ouais, ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Je vous le montre ici. Là, je suis dans Chrome, dans les DevTools de Chrome. Hop, je vais zoomer un peu là. On a maintenant depuis quelques temps cet outil-là, Lighthouse, qui permet de lancer des audits sur pas mal de choses, sur la partie SEO, sur la partie performance, sur la partie accessibilité, best practice de code, etc. Et donc ce qui nous intéresse, c'est notamment cette partie accessibilité. Donc là, dans mon DevTools de Chrome, je peux lancer un audit en cliquant sur ce bouton-là. Nous, c'est très bien en tant que dev des fois d'aller faire ça. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est automatiser ça dans notre chaîne d'intégration continue. Et donc, il y a un peu plus d'1 an, l'équipe qui s'occupe de ça a développé une CLI qui permet du coup de l'intégrer dans nos chaînes d'intégration continue. Donc de la même façon, j'ai le même workflow d'un point de vue GitHub Action ici qui est fait. On installe la CLI. En fait, ici, on utilise même une GitHub Action dédiée qui a été créée pour ça, à qui on passe des paramètres et notamment le site à auditer. Ce qui est intéressant avec Lighthouse, on va voir, c'est qu'il nous génère un rapport qui est un petit peu plus visuel et plus sympa à interpréter que ce qu'a pu nous présenter Axe avant. Axe, c'était vraiment du texte. On a dit, il y a tant d'occurrences, il y a tel élément identifié. Hop, c'était où? Hop, si je retourne ici, DevFest Toulouse,
si j'ai, hop, on nous dit il y a tel élément identifié par telle classe, etc., qui a un problème, mais visuellement on ne voit pas grand-chose. Là, il va nous générer des rapports un petit peu plus sympas. Et j'ai été encore un tout petit peu plus loin dans la présentation du rapport qui va être affiché dans la pull request, juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de prendre le texte brut tel qu'il est affiché, on peut le travailler pour avoir finalement un visuel qui va être un petit peu plus sympa. Donc on va refaire exactement la même chose ici, defest Toulouse. Hop, par contre c'est .fr, j'ai pas fait de faute, non, on est bien. Hop, je vais committer ça. Donc là on est sur Lighthouse. On push, ça va faire son boulot. En attendant, je vous montre deux choses parce qu'il y a des fichiers de configuration pour Lighthouse. Par exemple, il y a un fichier de configuration budget ici. En gros, on peut autoriser un certain budget en termes de, par exemple, taille des images pour Lighthouse. Vu qu'il fait des audits aussi sur la partie performance, on peut lui dire, je ne sais pas, pour mes images, je ne veux pas que dans mon site web elles dépassent 300 kg. Donc on lui dit, pour toutes les images, tu as un budget de 300 kg. Et derrière, il va nous soulever des alertes quand on va avoir des images qui vont être téléchargées, qui vont être plus lourdes que ça. Donc voilà, on peut avoir pas mal de choses ici. Et ça, c'est le petit bout de JavaScript qui va me permettre d'afficher, d'avoir un affichage un petit peu plus sexy, on va dire, dans la pull request. On va voir si ça s'est lancé. Ok, donc on a notre rapport qui est ici. Vous voyez que là, on est allé un tout petit peu plus loin dans l'affichage, puisqu'on a différents indicateurs qui nous sont remontés sur l'accessibilité, mais pas que, aussi sur la partie performance, etc. Et on voit que le site du Defest Toulouse, niveau accessibilité, on est plutôt correct, une note de 94 sur 100. Côté performance, c'est un peu moins cool. Alors ça, en général, les trucs qui ont un impact vraiment sur la partie performance, c'est notamment la taille des images, ou la taille des bundles JavaScript HTML qu'on va télécharger. Donc là, moi, je parierais, je n'ai pas été regardé, je parierais sur des images qui ne sont pas optimisées, où, je ne sais pas, on a des logos de 2000 pixels par 2000 pixels, alors qu'ils sont affichés en 100 par 100. Quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, donc là, j'ai mis un lien aussi vers le rapport complet qui est généré par Lighthouse. Je peux aller, hop, regarder ici dans un nouvel onglet ce qui est généré. Et là, vous voyez que c'est plutôt sympa d'un point de vue affichage. Si je clique sur ma partie accessibilité, où j'ai quand même une note qui est correcte sur le papier de 94, j'ai les mêmes erreurs qui remontent. Sur la partie ratio, alors je ne sais pas, on en avait 17 tout à l'heure, je ne sais pas si on nous affiche le nombre ici. On n'a pas le nombre, mais bon, je parierais sur le fait qu'il y en a 17 également. Ce qui est un petit peu plus sympa, c'est qu'ici, on a des captures d'écran sur les éléments en question sur lesquels on a des problèmes de contraste. Donc on peut plus facilement identifier les problèmes et aller les corriger derrière. Je crois qu'on a d'autres erreurs qui sont remontées, qui n'étaient pas remontées d'ailleurs par Axe, sur des liens. En tout cas, on a des liens, là, c'est sur les logos des sponsors. Finalement, on a une image, mais on n'a pas une alternative textuelle, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le lien finalement. Donc quelqu'un qui n'aurait pas la vue naviguer au clavier ne sait pas vers quoi redirige le lien, en fait. Donc ça, ce sont des erreurs d'accessibilité. On voit qu'on a le cas sur les logos ici de tous les partenaires. Et on a un problème d'ordonnancement de titres aussi, à un moment donné. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que cet outil-là, il est intéressant. Il nous sort des erreurs qui sont différentes. Là, pour le coup, on a l'impression que ça va un petit peu plus loin. Globalement, il faut regarder la note d'accessibilité ici. De mon expérience, elle est plutôt, c'est très facile d'obtenir la note de 100. Ici, on voit que les erreurs qui sont affichées, elles ne sont pas compliquées à résoudre. Aller changer la teinte de bleu, la mettre un tout petit peu plus foncée, c'est facile à corriger. Mettre une alternative textuelle derrière tous les liens des sponsors, c'est très facile à corriger aussi. Le petit problème d'ordonnancement de titre, ça va être une erreur, c'est très facile à corriger. Donc j'aurais tendance à dire que quand on lance des tests Lighthouse sur la partie accessibilité, il faut viser la note de 100, c'est pas compliqué à avoir. Par contre ici, on ne peut pas configurer la partie Weka comme je vous l'ai montré avant sur Axe. Il me reste que 2 minutes, donc je ne vais pas spécialement vous montrer P11Y. Si allez, on a le temps, on va faire ça très rapidement. Toc, Defest Toulouse. Toulouse.fr. Toc.
vous allez voir qu'il va nous sortir également un certain nombre d'erreurs qui vont être globalement les mêmes. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a de particulier ici? On a un fichier de configuration qu'on a mis ici, où c'est pareil, on va pouvoir mettre quelques options, et notamment sur la partie standard. Donc là, c'est l'équivalent du paramètre tags qu'on avait tout à l'heure sur Axe, pour dire quelles règles on cible. Est-ce qu'on veut du niveau simple A, double A, triple A? Là, on est en configuration double A. On va regarder sur notre pull request ce qui s'est passé. C'est en train de tourner, tout tourne d'ailleurs. Tac, oula, là j'ai un rapport qui est très long, ça doit être ça. Voilà, c'est le rapport de Pair11Y qui nous sort 69 erreurs. Donc on a pas mal de choses sur des contrastes. C'est assez indigeste, vous voyez, d'où le fait de pouvoir mettre en forme ces rapports derrière pour que les développeurs aient finalement un petit peu plus de facilité à comprendre ce qui s'est passé et à les corriger. Et ça, c'est de la même façon. Ça, c'est ce qui a été remonté par Lighthouse sur les liens des sponsors. Voilà les outils. J'en reviens au slide pour conclure. Conclusion, on a de nombreux outils, je vous ai en présenté quelques-uns, il y en a d'autres qui existent, qui nous permettent d'automatiser une partie des tests d'accessibilité. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas suffisant, on a encore la moitié, voire plus de la moitié des tests d'accessibilité qui vont nécessiter des actions manuelles. Parce que les outils d'automatisation ne peuvent pas avoir une compréhension complète du contexte, ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il y a sur une image, etc. Et surtout, il faut que cette partie-là d'automatisation s'inscrive dans une démarche globale d'accessibilité, que ce soit transverse à l'entreprise ou en tout cas à l'équipe dans laquelle vous intervenez. Donc pour moi, je vois 4 étapes essentielles dans lesquelles ça doit s'inscrire. Première étape, c'est d'aller former les équipes. C'est intéressant que les gens soient au courant des enjeux derrière l'accessibilité numérique. Et quand je dis former les équipes, ce n'est pas seulement les développeurs, c'est toutes les parties prenantes d'un projet. Et ça part de l'expression du besoin, des product owners par exemple, des choses qu'on peut faire que j'ai vues sur des projets, former les product owners pour que lorsqu'ils écrivent des user stories, ils incluent à ce moment-là directement des tests d'acceptance sur la partie accessibilité numérique. Donc ça peut être intéressant. Après, forcément, la partie UX, UI designer, il faut former aussi ces gens-là. Toutes ces histoires de contraste qu'on a vues, finalement, eh bien, si on est dans un contexte d'une équipe dans laquelle on a un UX, UI designer, eh bien, on ne devrait pas avoir ces problèmes-là qui arrivent en production. En fait, les développeurs devraient déjà avoir des codes couleurs qui ont été fournis par les designers et qui font qu'on n'a pas ces problèmes d'accessibilité. N'oubliez pas les tests, ensuite automatiser ce qui peut l'être. On a vu qu'on peut automatiser pas mal de choses avec avec des coûts qui sont disparates suivant les méthodes de tests qu'on va utiliser, mais en tout cas avec les tests d'un point de vue intégration tel que j'ai présenté, ça va pouvoir se faire assez facilement avec assez peu d'efforts. N'oubliez pas les tests manuels, il en faut parce que si vous voulez couvrir de manière exhaustive l'accessibilité dans vos applications, il faut faire ça, mener des audits, et c'est important de se faire accompagner quand même par des professionnels, par des gens qui connaissent très bien l'accessibilité, par des experts qui vont pouvoir, avec un œil externe, venir justement combler toutes ces parties manques sur la partie test manuel, ou si les équipes ne sont pas suffisamment bien formés, ça va être compliqué d'aller même tester manuellement le fait qu'on soit clean sur cette partie-là, notamment sur la partie lecteur d'écran. Manipuler un lecteur d'écran lorsqu'on n'utilise pas un lecteur d'écran tous les jours, c'est compliqué. Donc il faut des professionnels, des gens qui ont l'habitude de ça pour valider que notre site il marche bien avec un lecteur d'écran. Voilà, merci beaucoup et je vous mets le lien vers le repo GitHub dans lequel il y a tous les exemples que je vous ai montrés juste avant.